Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Le président de la République, chef suprême des armées, s'adresse à la nation. Chers compatriotes, comme vous le savez, j'étais hors du pays pour porter votre salut et dire votre gratitude aux amis du Mali qui avaient accouru dans un élan sans précédent à son chevet quand il en avait besoin. À New York, à la faveur de la 68e Assemblée générale des Nations unies, j'ai dit votre estime à la communauté internationale. J'ai surtout annoncé le retour du Mali sur la scène mondiale. Un Mali qui a tiré les leçons de sa crise et qui est déterminé à être un partenaire sûr du monde. Parce que sa glorieuse histoire l'y invite. Parce qu'il est fondateur de civilisation. Et parce que je ne me méprends pas sur la signification du vote qui me vaut le redoutable et insigne privilège de parler au nom du grand peuple que vous êtes. À Paris, mes échanges avec le président François Hollande me permettent de compter sur l'accompagnement de la France pour la résolution de notre crise multidimensionnelle. Hélas, ma visite parisienne a dû être écourtée à la veille d'un dialogue qui s'annonçait fécond avec le Parlement français. J'ai dû interrompre cette importante mission de mobilisation internationale pour le Mali à cause des événements de Kidal, de Kati et de Tombouctou. Mes chers compatriotes, me sachant, vous imaginez aisément l'indignation et l'humiliation que me causent les événements dont Kati est le triste théâtre depuis lundi. Une investigation est en cours sur les raisons et les acteurs de cette gifle à la nation, au moment, je le répète, où les soldats d'autres nations, quittant leur pays et leur famille, sont sur notre sol pour nous défendre, et cela parfois jusqu'au sacrifice suprême. Si nous voulons demeurer un pays d'honneur, cet honneur nous commande, en toute humilité, d'être attentifs au déséquilibre, à l'iniquité et d'une manière générale au dysfonctionnement dans l'armée, certes. Pour l'armée républicaine promise et attendue, comme pour les autres segments de la nation, il n'est guère de salut en dehors de l'ascenseur républicain, c'est-à-dire le mérite, la prévisibilité, l'équité et la justice. Mais je ne saurais tolérer l'indiscipline et l'anarchie. En aucun cas. En aucun cas. Je veux renouveler ici tous mes engagements pour l'avènement de la nouvelle République et de la nouvelle armée. Mais qu'on ne s'y méprenne pas. On ne me trimballera pas. On ne me trimballera pas. J'ai d'ailleurs instruit au gouvernement de procéder sans délai à la liquidation des comptes et à l'établissement des procès-verbal de dissolution du comité militaire pour la réforme des forces armées de sécurité et de défense. Que la hiérarchie prévale désormais
que les chefs militaires s'assument, que la chaîne de commandement se fasse obéir ou qu'elle avoue son impuissance, et alors j'aviserai, je saurai quoi faire pour le Mali. Je n'ai pas été porté à la tête de ce pays pour l'affaiblir. Non. Pour le trahir. Non. Pour le piller. Non. En faire la risée du monde que non. Ou le laisser aller à la dérive. Je suis là pour servir avec foi, ardeur et détermination constante ce peuple qui m'a fait confiance. Une confiance totale et sans faille. Et je ne trahirai pas. Rien ne me divertira de mon devoir. Aucun danger, aucun risque, aucune intrigue. L'état de droit, le pays porteur des plus belles opportunités, ne sera pas facile à construire. Mais pour qu'il soit demain, il faut que nous en posions le socle dès aujourd'hui. Je n'ai pas promis non plus un pays clé en main, vous le savez. Mes chers compatriotes, tant que je resterai investi de votre confiance, j'assumerai mes très hautes fonctions dans la dignité, en toute sérénité et avec une inébranlable détermination, que nul n'en doute. Je le redis, et je veillerai à ce que cela soit. Je le redis aux auteurs des événements honteux de Kati. Il suffit, Kati ne fera plus peur à Bamako. En tout cas pas à Koulouba. J'en tiens l'engagement devant le peuple malien aujourd'hui. Mais je le dis également à ceux qui, à Kidal, continuent le chantage, la violence et la violation de l'accord du 18 juin, dit accord préliminaire signé à Ouagadougou. Nous avons eu suffisamment d'illustrations aussi que l'État central n'est pas celui de nos voeux. Nous avons voulu, avec la réforme de la décentralisation, que je peux qualifier de réforme majeure de la Troisième République, nous avons voulu remettre les communautés au centre et à la fin de nos politiques. Je travaillerai sans relâche à la stratégie d'un développement local qui rendra Kidal, Tombouctou, Gao, Moti, Koulikoro, Ségou, Kaï, Bamako en responsabilité totale de leur développement dans un État éclairé, riche, pertinent et fier de sa diversité. Les États généraux de la décentralisation instamment attendus tireront toutes les leçons de notre dispositif de gouvernance en faisant appel à toutes les compétences internes et externes, internationales. C'est une opportunité irremplaçable pour évaluer le passé et projeter un futur inclusif. Ma main reste tendue. Laissons de côté, chers frères, la Kalachnikov, qui n'a aucun avenir, et venons à ce dialogue. Je prends à témoin la communauté internationale. Mon offre de paix ira de pair avec une volonté farouche de défendre le Mali, l'honneur du Mali, les soldats du Mali, les populations du Mali, toutes ethnies confondues. Les corps déchiquetés, les maisons effondrées, les mêmes horreurs qui peuplèrent le passé récent doivent cesser. Aux familles endeuillées de Tombouctou, j'adresse mes condoléances et celles de la nation tout entière. Pour les blessés de Tombouctou et de Kidal, je prie pour leur prompt rétablissement. Enfin, à vous tous, compatriotes, amis et partenaires du Mali, je redis avec force, notre peuple n'aspire qu'à vivre en paix, mais une paix dans l'honneur et dans la dignité. Notre peuple n'aspire qu'à son développement pour être enfin contemporain de son siècle. Vive la vaillante armée nationale du Mali, qui ne saurait jamais être une armée sans honneur. Non, l'armée du général Soumaré ne sera jamais celle-là. Dieu veille sur le Mali éternel, vive le Mali. À ton appel, Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un peu, un but, une foi, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-delà ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir
l'Afrique et pour toi, Mali, notre drapeau sera liberté. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre combat sera l'unité. Oh Mali d'aujourd'hui, oh Mali de demain, les champs fleuris d'espérance, les terres libres de confiance. Voilà, c'était là l'adresse à la nation du président de la République, chef suprême des armées, suite aux derniers événements de Kidal, de Tombouctou et de la garnison de Kati. Et ce communiqué du gouvernement, le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale que dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Ouagadougou, 23 prisonniers affiliés aux mouvements armés du Nord ont été remis ce jour, mercredi 2 octobre, à la MINUSMA en présence de la Croix-Rouge. La cérémonie a eu lieu en présence de 2 membres du gouvernement, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, et le ministre de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord. Aussi du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, du chef de la MINUSMA, le président du comité de suivi de l'accord préliminaire, du représentant personnel du président de la commission de la CEDEAO, de l'ambassadeur du Burkina Faso dans notre pays, représentant le médiateur de la CEDEAO, du représentant de l'Union africaine ainsi que des membres de la société civile de Kidal, à savoir Mohamed Ag Intala, Zeid Ag Amzata et Mohamed Agerlaf. Avec ces libérations, donc, on voit le gouvernement s'engage à poursuivre la mise en œuvre des mesures de confiance en vue d'instaurer un climat propice au dialogue avec l'ensemble des acteurs de la crise. Cérémonie de libération suivie par notre reporter Amadou Sankaré. Ils étaient bien là. Eux, ce sont les 23 prisonniers libérés dans le cadre de l'apaisement du climat social dans notre pays. Pour l'État malien, cette libération cadre parfaitement avec les dispositions contenues dans l'accord préliminaire de Ouagadougou. C'est des personnes dont les cas ont été examinés par les juridictions, les juges d'instruction qui étaient saisis des dossiers. Après examen, n'ont pas cru devoir relever contre ces personnes des crimes ou des infractions qui ne sont pas éligibles aux accords de Ouagadougou. Par exemple, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Et on n'y est pas parvenu et peut-être pas d'autres infractions majeures. Mais je constate que leurs demandes de mise en liberté ont été agréées par les juges en charge des dossiers. Donc je leur fais confiance et je me dis donc c'est des personnes qui sont éligibles aux accords de Ouagadougou. Mais quel est le statut de ces prisonniers? Dans ce genre de conflit, vous avez d'un côté des militaires en uniforme et d'autre part des gens qui ne le sont pas, qui n'ont pas de statut officiel tel qu'on puisse les définir, mais leur présence sur le théâtre des opérations et à des moments précis peut conduire à croire que ils appartiennent aux belligérants, que c'est des combattants. Et lorsqu'ils sont arrêtés, en ce moment, il reste à vérifier si réellement c'est des combattants. Dans ce cas, ils doivent répondre de leur qualité de combattant et si ce n'est pas le cas, ils doivent être élargis. Donc ces gens, c'est des combattants? Ces gens, moi je vous ai dit que je ne suis pas entré dans le dossier technique, ce n'est pas mon rôle et vous comprendrez que le ministre de la Justice que je suis se garderait bien d'interférer dans le judiciaire. Pour le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, par ce geste, notre pays marque ainsi un pas important dans la recherche de solutions à la crise au nord du pays. Les mesures de confiance qui sont tellement importantes dans la résolution du Conseil de sécurité et l'accord de Ouagadougou peuvent créer vraiment l'ambiance. Nous avons vu les derniers jours au nord une situation qui n'est pas bonne. Alors ça ne peut pas continuer et je crois que les mesures de confiance qui ont été prises aujourd'hui par le gouvernement, il y a une libération aussi de côté de Amanala il y a quelques jours. Maintenant ça doit décrisper la situation.
Et ça, c'est l'urgence maintenant de retomber et de revenir avec la discussion entre les parties, informelle et formelle, mais il faut maintenant se parler, c'est la seule solution. Au cours de cette cérémonie, le gouvernement du Mali s'est engagé à poser d'autres actes, toujours allant dans le sens de l'apaisement du climat social. L'actualité sur un autre plan, le ministre britannique chargé des Affaires africaines a été reçu en audience cet après-midi par le Premier ministre, chef du gouvernement Oumar Tantamli, au centre des échanges, la coopération entre les deux pays et la participation de la Grande-Bretagne à l'effort de la communauté internationale en faveur de notre pays. Mark Simons est au micro de Aloussene Touré. Le Premier ministre et moi, nous avons eu une grande réunion très chaleureuse. Nous avons discuté comment on peut construire une relation beaucoup plus positive entre nos deux pays. Nous avons discuté l'importance de la situation de sécurité au nord du Mali, comment la communauté internationale peut soutenir le Mali au niveau du développement, l'importance de l'engagement des régions par rapport à l'avenir du Mali et comment le Royaume-Uni peut soutenir le Mali dans l'avenir dans une façon plus que nous faisons maintenant. Avant cette audience, le ministre britannique des Affaires africaines a été à Tombouctou, dans la cité des 333. Le ministre a eu une séance de travail avec les autorités régionales et les notabilités de la ville. Au centre des entretiens, le rôle des Nations Unies, le développement de la situation sécuritaire et l'électrification. Monsieur Simons, cette fois-ci, au micro de Yeya Tandina depuis Tombouctou. Il y a grand intérêt en Grande-Bretagne sur l'apparence de Tombouctou après l'expulsion des djihadistes plus tôt cette année. Et le ministre voulait connaître lui-même, personnellement, les défis que font face aux autorités à Tombouctou. Et tandis que le Royaume-Uni donne un appui important, multilatéral à travers la PAM, on voudrait savoir s'il y a plus que le Royaume-Uni puisse faire. Et justement, par rapport aux grands défis, nous savons qu'à Tombouctou, tout est à reconstruire. Et qu'est-ce que la Grande-Bretagne peut faire pour Tombouctou? C'est le sujet des réunions du ministre pendant sa visite ici. Et à la réunion à laquelle on vient d'assister, on a pris connaissance des défis d'électricité qui manquent à Tombouctou. D'importance primaire et le retour de la sécurité à Tombouctou et le rôle des Nations Unies est là très important. Et une fois que la sécurité a été réétablie à Tombouctou, il va y avoir besoin de donner de réflexion aux questions de développement et de croissance économique à Tombouctou. Ici à Bamako, le ministre du Plan et de la Prospective a visité des structures relevant de son département, l'Institut national de la statistique, la Direction nationale de la planification du développement. Sur place, le ministre Cheikhna Seydi Ahmadi Diawara a noté les préoccupations et les difficultés auxquelles les structures font face. Des difficultés qui ont pour nom l'insuffisance des ressources humaines qualifiées, difficultés liées au financement des opérations statistiques, des équipements et logistiques, la motivation du personnel et enfin le chevauchement des missions de planification entre plusieurs structures. Le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information informe les participants à l'atelier de validation du rapport sur l'état des lieux du paysage audiovisuel que la cérémonie d'ouverture aura lieu demain à partir de 8h30 au Centre international de conférences de Bamako. Le président du Conseil économique, social et culturel a successivement reçu 2 ambassadeurs en fin de mission dans notre pays. Il s'agit des ambassadeurs du Ghana et du Burkina Faso. La coopération entre le Mali et les 2 pays amis, la libre circulation des personnes et de leurs biens ont été évoqués. Mahamadou Doumbia. L'ambassadeur du Ghana en fin de mission au Mali, Donald Adabere Adabre, a été reçu en audience par le président du Conseil économique, social et culturel, Jamil Bitar. Au menu de cette audience, la libre circulation des personnes et de leurs biens, la coopération entre le Ghana et le Mali, les tracasseries le long des corridors routiers à travers les pays de la CEDEAO. J'ai décidé avant de partir de faire une visite de courtoisie, une visite d'adieu au président du Conseil économique, social et culturel.
Et lors de nos discussions, nous avons essentiellement parlé de la libre circulation des personnes et des biens au niveau de l'espace CEDEAO, notamment les corridors Tema, Ouagadougou, Bamako. Aujourd'hui, les difficultés, les tracasseries que les commerçants dont les commerçants sont en train de souffrir vont faire souffrir aussi les consommateurs. Je pense que les dispositions seront prises pour une bonne évaluation de la libre circulation des personnes et des biens pour le bien-être de nos citoyens. Un autre ambassadeur en fin de mission a été aussi reçu en audience par Jamil Bitar. Il s'agit de l'ambassadeur du Burkina Faso venu dire ses adieux au président du Conseil économique, social et culturel. Au bout de 10 ans de séjour, je suis venu annoncer donc la fin de ma mission au Mali et lui exprimer du fond du cœur toute ma reconnaissance pour son accompagnement constant, son appui sans faille. Depuis 2003, il y a eu un essor évident, palpable. Durant 10 ans, on vous confond bien sûr avec les Maliens. Et quel souvenir vous gardez du Mali? Je ne suis pas confondu avec les Maliens, je suis malien. Et je sais que les Burkinabés qui vont écouter ce que je suis en train de dire vous diront effectivement, il est malien, mais il est également burkinabé. J'ai servi et le Burkina au Mali et je crois que je vais continuer à servir le Mali partout où je serai. L'élan de solidarité du Royaume du Maroc envers le peuple malien continue. Cet après-midi, 34 tonnes de matériel ont été remis aux autorités sanitaires. Il s'agissait là de renforcer davantage les liens de coopération entre nos deux pays, nous dit Alpha Meiga. La coopération entre le Mali et le Royaume du Maroc se renforce, en témoigne ce geste. Les forces armées royales mettent à la disposition du département de la santé des médicaments kits pour bébés. Le second don est du roi du Maroc, lui est composé de vivres. Je peux vous assurer que l'usage qui sera fait de ce don sera conforme à notre préoccupation d'équité, de façon à ce que les plus démunis puissent en profiter. Le médecin-chef de l'hôpital de campagne au Mali, lui, a saisi l'opportunité pour faire un bilan à mi-parcours. Il s'agit de l'installation de la structure sanitaire il y a de cela 15 jours ici à Bamako. On est pratiquement à 9500 prestations médicales. Jusqu'à présent, on a opéré presque 35 patients et patientes avec des suites post-opératoires sans incident, Dieu merci. Nous avons hospitalisé pratiquement 80 patients et patientes. Nous avons constaté que sur les différentes pathologies que nous avons vues, qu'il y a une prédominance masculine, suivie des femmes et des enfants. Cette action de solidarité du peuple marocain à l'endroit du peuple malien vient au bon moment. Elle coïncide avec le début de la 19e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Échanger avec les personnes déplacées du Nord qui sont à Ségou sur leurs conditions de retour dans les différentes localités. Tel était l'objet d'une journée d'échange du ministre du Travail et des Affaires sociales et humanitaires avec les responsables des déplacés du Nord résidant à Ségou. Compte rendu Fousséni Samaké. Cette rencontre de la capitale des Balanzans entre le ministre du Travail et des Affaires sociales et humanitaires et les responsables des déplacés des régions du Nord à Ségou a permis aux représentants des déplacés de définir certaines conditions préalables à leur retour. Il s'agit entre autres des moyens financiers de retour, la situation sécuritaire, le retour des enfants à l'école. Le gouvernement est soucieux d'apporter une prise en charge et un accompagnement qui soit respectueux de la dignité de chacun et qui soit aussi à même d'apaiser les inquiétudes de tous pour que les enfants puissent commencer une scolarité dans un lieu de résidence permanente. Je leur ai donné l'assurance que de notre côté, nous allons apporter les appuis qu'il faut pour qu'ils soient à même de lever les défis actuels.
Selon les responsables des déplacés, la volonté de retour y est. Il reste seulement une conjugaison des efforts. Ma satisfaction est très grande parce que j'ai compris quand même que c'est quelqu'un qui est décidé à nous aider dans le cadre du retour de nos parents résidents à Ségou, les déplacés. La délégation a ensuite rencontré le personnel de la Direction régionale du développement social pour une grande implication de ceux-ci afin de mieux assister ces personnes déplacées d'ici leur retour. À Ségou, 500 volontaires pour le retour avant la rentrée des classes dans ces différentes localités ont été déjà recensés. Informer et sensibiliser en vue de faire connaître aux populations, aux autorités nationales et aussi les amis du Mali les objectifs de la plateforme visant à une meilleure compréhension du problème des régions nord du Mali. Une rencontre dans ce sens a eu lieu à Ségou entre les autorités régionales, les cadres et leaders Kel Tamashek pour la paix et l'unité nationale. Doussou Sangaré. Lancée le 13 avril 2013, la plateforme des cadres et leaders Kel Tamashek pour la paix et l'unité nationale a pour but final une plus grande adhésion des populations aux idéaux de paix et d'unité dans un Mali multiculturel, multiethnique, où vertu cardinale et tolérance de solidarité et de vivre ensemble ont toujours servi depuis des millénaires. Tous les Kel Tamashek ne sont pas des rebelles. Tous les Kel Tamashek n'ont pas pris des armes contre leur pays. C'est quelques individus qui se réclament des Kel Tamashek, qui ont pris des armes contre leur pays et pour des buts inavoués. Donc c'est pour dire que la majorité même des Kel Tamashek, c'est des gens républicains comme tous les autres Maliens. La plateforme des cadres et leaders Kel Tamashek pour la paix et l'unité nationale n'est ni une association ethnique, encore moins un groupe armé Tamashek, mais uniquement un cadre de communication et de concertation ouvert, inclusif et prospectif. C'est pour combler donc ces dangereux déficits de communication et rétablir la bonne lecture et la meilleure compréhension des faits et gestes et réussir à dissiper les malentendus nés de la crise d'une part et de réaffirmer d'autre part l'appartenance indiscutable de la grande majorité, sinon la quasi-totalité des Kel Tamashek à l'entité nationale malienne. La mise en œuvre du plan d'action de la plateforme prévoit la poursuite des missions d'information et de sensibilisation dans les autres régions du pays et la tenue en novembre prochain d'une assemblée générale, suivie de la préparation d'autres missions à l'extérieur du Mali. La campagne agricole 2013-2014 s'annonce bonne en zone OHVM, mais leur paillage compromet dangereusement toutes les prévisions. C'est du moins ce qui ressort de la visite de terrain que vient d'effectuer le directeur général de l'Office dans les zones d'intervention. Commentaire signé Nando Dambélé. Malgré un démarrage tardif, la campagne agricole 2013-2014 s'annonce sous de bons auspices en zone OHVN. C'est du moins ce que laisse présager cette fin des semis où les producteurs sont préoccupés au niveau des différents secteurs de développement rural à l'exécution des différents travaux d'entretien des champs. Nous avons constaté que la campagne se prononce bien au niveau de notre zone-là. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. L'orpaillage traditionnel constitue aujourd'hui un véritable casse-tête et pour les producteurs et pour les responsables en zone OHVN. La sensibilisation sur l'emploi des intrants et les doses indiquées par la recherche, le remboursement des crédits au titre de 2013, la commercialisation du coton-graine et le non-paiement des ristournes de la campagne écoulée ont été également abordés au cours de cette mission dans les secteurs de Bankmana et de Kangaba. Pour l'année 2013, l'Office des produits agricoles du Mali, OPAM, entend reconstituer le stock national de sécurité avec l'achat de 35 000 tonnes de sorgho, de 1000 sorgho. C'est ce qui ressort des travaux de la première session ordinaire du conseil d'administration de la structure tenue ce matin. Reportage Amadou Sangaré. Après une année 2012 difficile, marquée par une crise alimentaire et institutionnelle dans notre pays, l'Office des produits agricoles du Mali, OPAM, entend en 2013 sortir la tête de l'eau avec la mise en œuvre d'importantes activités. La reconstitution du stock national de sécurité avec l'achat de 35 000 tonnes de 1000 sorgho, l'approvisionnement des zones à risque de rupture d'approvisionnement à hauteur de 9 500 tonnes, la vente d'intervention dans les zones à risque de rupture d'approvisionnement à hauteur de 3 500 tonnes dans les régions nord,
l'approvisionnement des marchés de Bamako et Ségou en riz. Pour réussir ses ambitions, l'Office devra mobiliser les fonds nécessaires. Les recettes de l'exercice 2013, évaluées à 1 132 962 000, devraient couvrir entièrement les dépenses de fonctionnement de l'OPAM, dont le montant est estimé à 954 633 000 francs CFA. C'est le lieu, une fois de plus, d'adresser en votre nom nos félicitations et encouragements au personnel de l'OPAM afin qu'il redouble d'efforts en vue d'atteindre les résultats meilleurs pour les exercices à venir. Au cours de cette session, les administrateurs ont également examiné les termes de référence pour le recrutement d'un cabinet chargé de réaliser l'audit organisationnel et de fonctionnement de l'OPAM. C'est parti pour les épreuves du DF session spéciale de Tombouctou. Ils sont environ 1300 candidats au niveau du cap de la cité des 333 à se présenter au dit examen. Pour s'enquérir des conditions du démarrage, le préfet de Tombouctou s'est rendu dans certains établissements. Le point avec Yeya Tandina. Ils sont 1368 candidats pour l'examen spécial du DEF 2013 à Tombouctou. Pour constater l'effectivité du démarrage des épreuves, les autorités locales se sont rendues au niveau de certains groupes scolaires, tels que Bahadou, Sid Mahmoud et Alpha Moya. C'est à 8 heures que le préfet de Tombouctou a ouvert l'enveloppe contenant la première épreuve de rédaction. L'histoire et la géographie ont constitué la seconde épreuve, différemment appréciée par les candidats. J'ai pris le sujet 3. Pourquoi? Parce que c'est le sujet le plus facile pour moi. L'épreuve d'histoire jour. Ça s'est bien passé? Un peu seulement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tout appris. On a vu, mais moi, je n'ai pas appris. Parce que les leçons sont trop. À Tombouctou, l'école vient de loin. J'avoue que nous avons passé des moments difficiles. Donc, l'école était sérieusement éprouvée. Avec le retour de la sécurité et ensuite avec le retour du calme qu'on constate. Donc, l'école a repris. Toutes les conditions pédagogiques sont réunies pour que nous fassions vraiment un bon examen. Mais c'est le lieu aussi de remercier ici tous les acteurs qui se sont impliqués dans la gestion de cette école-là pour que nous finissions cette année scolaire en beauté. Tout se passe normalement, sans incident, sous le contrôle des forces de sécurité. En 5e région, l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas dans notre pays, accompagné d'une mission de formulation du programme de gestion intégrée des ressources en eau des autorités régionales et des partenaires au développement de la région de Mopti, vient d'effectuer une visite dans le cercle de Youvarou. L'objectif de cette visite était de voir les potentialités et les possibilités de renforcement du delta intérieur à travers une approche plus intégrée en matière de gestion de l'eau, nous dit Yacouba Meiga. La forêt Akagoun, située au bord du fleuve Niger à la sortie du lac Debo sur l'île des Aka. Première étape de cette visite qui a conduit l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas à Youvarou, au cœur même du delta intérieur du Niger. Cet écosystème unique du delta avait connu une forte dégradation jusqu'à 7 hectares. Mais grâce à l'accompagnement de la coopération néerlandaise, Wetland International et l'Union internationale de la conservation de la nature, en collaboration avec les communautés villageoises riveraines, ont pu restaurer cette forêt qui fait partie aujourd'hui des plus grandes colonies nicheuses d'Afrique de l'Ouest avec 178 hectares. Aux Pays-Bas, nous avons une longue histoire de combat avec l'eau. Donc, au moment que nous voulons d'être solidaires avec le Mali, on voudrait vraiment partager cette expérience. C'est justement la gestion de ce potentiel hydrique qui a dominé les échanges entre l'ambassadeur néerlandais et les différents acteurs à Youvarou. Il a été aussi question d'approfondir les réflexions sur les possibilités de transformer toutes les autres potentialités du delta intérieur du Niger en richesse. On peut vraiment utiliser les ressources mieux que pour le moment. Par exemple, le Bourgoutière, maintenant le développement de ça, mais aussi en ce qui concerne le forêt que nous avons visité. À Aka,
Tout comme à Yuaru, les populations ont par la qualité de leur hospitalité et leur savoir-faire artistique et culturel manifesté leur reconnaissance à la coopération néerlandaise qui a toujours accompagné la région de Mopti dans son processus de lutte contre la pauvreté à travers des axes stratégiques décisifs comme la sécurité alimentaire et la gestion de l'eau. 6 mois pour booster le secteur agricole dans le village de Tachran. Tachran, c'est dans la commune de Gouzorey, en 7e région. Ce souci que partagent les paysans, l'ONG UAVES et ses partenaires, est-il possible? En tout cas, pour y parvenir, un montant de 30 millions de francs CFA a été déboursé par le programme d'appui aux organisations de la société civile. Un fonds qui permettra aussi l'achat d'intrants agricoles de semences au profit de la commune de Tachran. Reportage Boubacar Bablé Touré. De francs CFA, c'est le montant de cet appui financier en faveur des activités agricoles du village de Tacharan. Ainsi, durant la campagne agricole 2013-2014, les paysans bénéficieront d'intrants et de semences en plus des appuis techniques, domaine privilégié de l'ONG Union pour un avenir écologique et solidaire. Il s'agira donc pour ce présent projet de procéder à la distribution gratuite de maïs et de riz pour la subsistance de 1824 ménages vulnérables. Puis, les préparer à la résilience au risque des catastrophes et adaptation au changement climatique pour une prévention des crises comme celle sécuritaire et alimentaire de 2012. Le PASC 2 est un programme de renforcement de capacité des organisations de la société civile, mais aussi elle contribue à améliorer les programmes, les politiques du gouvernement et des PTF. Toute la population de Tacharan était comblée par l'arrivée de ce projet dont les bénéfices sont inestimables selon le maire de Gouzorey, Kader Maïga. Mais comme l'appétit vient en mangeant, des préoccupations allant dans l'aménagement des terres cultivables ainsi que l'octroi de matériel pour renforcer les bras valides sont soumises aux bonnes volontés d'ici et d'ailleurs. Le but recherché à travers ces requêtes est de booster le secteur agricole vers l'autosuffisance alimentaire. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la relance des activités agricoles 2013-2014 au niveau du village de Tacharan afin de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire des ménages. Pour bâtir ce projet de développement, des partenaires ont mis la main à la poche. Il s'agit de l'Union européenne, du Danemark, du Canada, de la Suisse et de la Suède. Action de solidarité de la société minière de Siama de Kadjolo aux pensionnaires de la prison de la localité. Les responsables, dans le cadre de l'humanisation des prisons, ont équipé l'infirmerie de la prison et remis plusieurs autres équipements sanitaires aux responsables du centre. On le voit, le geste a été bien apprécié par l'administration pénitentiaire de Kadjolo, Cheikh Nabachili. Cet important lot de matériel et équipements sanitaire offert par la société minière de Siama permettra de rendre fonctionnelle l'infirmerie de la maison d'arrêt et de correction de Kadjolo. Ces gestes actuels s'inscrivent en droite ligne des actions d'entraide que la mine de Siama, à travers l'opérateur principal qui est Resolute Limited Mining, une société australienne, est en train de mener au niveau de la population locale. En recevant le lot de matériel et équipements sanitaires, M. Aliou Samba Sissé, juge de paix à compétences étendues, et M. Moulay Diabaté, président du conseil de Serp, et M. Mamadou Kamara, représentant le médecin-chef du centre de santé de référence, ont tour à tour salué au nom du gouvernement du Mali la société minière de Siama qui ne cesse de mener des actions de solidarité, d'entraide et de développement dans le domaine de l'éducation, la santé, l'hydraulique à travers la localité. Ce matériel servira quand même à soigner non seulement les détenus de la maison d'arrêt de correction de Kadjolo, mais aussi les populations voisines de la maison d'arrêt de correction de Kadjolo. Une visite des œuvres de maroquinerie des personnes incarcérées a mis fin à cette action d'entraide et de solidarité de la société minière de Siama.
Les premiers pèlerins maliens de la filière gouvernementale sont arrivés à la Mecque, à Makka donc, et c'était hier mardi pour les rites de l'Umra, le petit pèlerinage. Abdul Aziz Yatabaré, membre de la commission d'encadrement du Hajj 2013, nous donne plus de précisions sur la portée de cette première étape des rituels du pèlerinage. Il est interrogé par nos envoyés spéciaux Niaza Koulibaly, Abdraman Keita et Ibrahima Touré. Après le séjour de Médine, rentrer à la Mecque. Mais en rentrant à la Mecque, nous allons faire la sacralisation ici, là où on appelle Zul Hulayfa. On doit s'arrêter ici pour prendre ces habits blancs que vous voyez actuellement. C'est l'Ihram. Après l'Ihram, faire maintenant l'intention de faire l'Imra. Nous allons rentrer maintenant en faisant l'Imra, pas en faisant le pèlerinage, mais en faisant l'Imra. Donc, est-ce que cela veut dire que tous ceux qui viennent, par exemple, de Médine doivent nécessairement se purifier ici avant d'entrer à la Mecque? Obligatoirement, avant d'entrer à la Mecque, nous allons faire la sacralisation ici, porter ces tenues, et les femmes et les hommes, et faire l'intention, et puis maintenant se diriger en disant Labbaika Allahumma Umratan. Et nous avons répondu à ton appel Dieu en faisant l'Imra. Donc arrivé à la Mecque, maintenant nous allons faire directement, après avoir mis nos bagages dans là où on doit se loger, maintenant se diriger vers la Kaaba pour faire Imra. Après Imra, nous allons nous débarrasser de ces habits, on va nous considérer comme des résidents de la Mecque. Nous allons porter nos habits traditionnels maliens, laisser ces habits-là et attendre jusqu'au 8 du mois lunaire. C'est en ce moment que nous allons maintenant prendre une deuxième sacralisation, faisant l'intention pour faire le grand pèlerinage. Un très beau voyage. L'ONG Coopération, qui est une ONG espagnole, a organisé hier une rencontre sur les priorités des organisations féminines pour 2013-2015. Pendant 3 jours, les représentants d'une trentaine d'organisations féminines vont échanger sur plusieurs thèmes comme autonomisation des femmes et accès des femmes à la justice. Moussa Fani. Violence basée sur les genres, leadership féminin et l'autonomisation économique des femmes, voilà autant de sujets qui sont au centre de la rencontre sur les priorités des organisations féminines au Mali. Selon les initiateurs, cette rencontre devra permettre de garantir les droits des femmes. Bien que les femmes soient les premières victimes de différentes formes de violence, elles ne sont pas pleinement impliquées dans la résolution des conflits et la consolidation de la paix. C'est pour cela qu'à mon avis, cette rencontre est très pertinente et très importante dans le contexte actuel. Les représentants de la plateforme des femmes invitent les participants à plus de disponibilité et de modération dans les différents sujets qui seront débattus. Vous avez eu à identifier également des voies et moyens permettant aux organisations de la société civile féminine de déceler des enjeux et intérêts pertinents qui feront l'objet de débats en vue de mieux pérenniser les actions stratégiques. J'invite les uns et les autres à plus de disponibilité dans les différents sujets de réflexion que vous aurez à débattre relativement aux nombreux défis qui nous assaillent tous. La rencontre qui dure 3 jours regroupe une trentaine de représentants d'organisations féminines du Mali. Elle permettra de dégager de façon consensuelle des axes prioritaires pour la promotion des droits des femmes. Célébration de la semaine de l'alphabétisation, l'engagement des femmes du quartier Bougoufié de Ségou pour s'alphabétiser est un bel exemple dans le système éducatif malien. Elles sont regroupées au sein d'un centre appelé Club des mères où elles apprennent à lire et à écrire la langue bamana en marge d'autres activités. Nous dit depuis Ségou, Chekoumar Sangaré. Nous sommes au club des mères du quartier Bougoufié de Ségou. Ici, les femmes se retrouvent autour de plusieurs activités. Nous menons comme activité la teinture, la coupe et couture, la sabonification, l'alphabétisation, le tissage, crochet, etc. Dans ces centres qui existent depuis des décennies, l'alphabétisation est une vieille pratique. Cependant, elle résulte aujourd'hui de la simple volonté des ménagères qui tiennent à savoir lire et écrire et qui ont dû mettre la main à la poche. Les apprenantes même ont jugé nécessaire de faire l'alphabétisation et donc moi j'ai fait bénévolement comme ça. Le centre est fonctionné par les apprenantes du centre même. Cotisation,
Frais d'inscription, l'inscription c'est 1000 francs. La cotisation 200 francs. Au club des mères de Bougoufié, les apprenantes sont de tout âge et elles sont conscientes que savoir lire et écrire est piste vers une indépendance en soi. Je peux écrire en bambara, je peux lire aussi. Ça m'a servi à beaucoup de choses. Ici, la session d'alphabétisation dure les 9 mois de l'année scolaire. Mais pendant les vacances, il n'est pas rare de voir des élèves venir apprendre le bambara. J'étudie, je suis élève maître dans ma vie, je fréquente le centre aussi. C'est très important d'apprendre en bambara. Puis ça m'aide un peu à l'école. On fait ça aussi à l'école. Il y a un adage bambara qui dit « Mate koro kalama, mate kodon kalama ». Autrement dit, on n'est jamais trop vieux ou trop instruit pour apprendre. Cheikh Oumar Sangaré. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Demain, un autre jour et l'information reprendra ses droits à 10h, 13h avec Mohamed Touré. Et quant à moi, je me ferai le plaisir d'être là sur ce même plateau avec la même énergie. Voilà, d'ici là, visitez notre site www.ortm.ml. Bonsoir et bonne suite de programme.